to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'une série télé extrêmement cultissime, totalement cultissime, légendaire, qui continue d'ailleurs à faire des petits. Cette série, c'est la 4e dimension, je présente. C'est un livre à la fin. Ce livre nous réunit la 4e dimension, la série télé, la morale au service du fantastique. On va bien sûr développer ce sous-titre, la morale. C'est édité chez Omake Books. Je les remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et c'est rédigé, écrit par Philippe Poitier, qui est là aujourd'hui. Même si on ne le voit pas, il y a un petit souci technique, mais c'est pas grave. On l'entend et c'est déjà très bien. Comment allez-vous, Philippe? Je vais bien. Merci de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors la première question est, vous avez, à mon avis, vous la sentez venir. Elle est extrêmement simple et facile. Le rapport que vous avez avec cette série, c'est quoi ce rapport? En fait, je crois que ça provient beaucoup de l'histoire de sa diffusion en France. C'est-à-dire que c'est une série qui a été créée en 1959 par Rod Serling, diffusée sur CBS. Mais elle est arrivée en France, en fait, peu de temps après, en 1965. Mais évidemment, à cette époque, je ne pouvais pas la voir. Et elle est restée totalement perdue dans les oubliettes du temps, justement, avant d'être redécouverte grâce à Temps X en 1984. Et justement, quand une émission, quand une série culte, comme ça a été le cas un peu de Star Trek, disparaît pendant des années, on en parle, mais on ne la voit pas. Et quand ça arrive, c'est forcément un événement qui nous conduit à plus de motivation et d'attention. Donc, à force d'en avoir entendu parler, d'avoir vu le film qui est sorti en 1983, film à sketch, finalement, on est happé par le culte, et parfois c'est à tort, parce qu'on est déçu, comme déçu en bien, mais à d'autres moments, on accroche tout de suite, et ça a été mon cas. J'ai découvert la télévision, ouais. Vous l'avez découvert à la télévision dans les années 80. En 84, exactement. 84, exactement. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes posé pour pouvoir écrire, pour avoir envie d'écrire sur cette série? En fait, c'est un peu difficile à dire parce que cette série a été diffusée à multiples reprises et dont en version originale. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser quand elle a été rediffusée dans les années 90 surtout. En version originale, c'était en 94. Et après, ça m'est resté un petit peu. Alors, j'ai commencé à chercher des informations dans les années 90, 2000. Et puis, j'étais un petit peu happé par les thématiques qui étaient à la fois modernes, tout s'insérant dans la science-fiction. Et j'ai commencé à écrire dans les années 2000, mais un peu... je ne pouvais pas non plus faire plus parce qu'à cette époque, beaucoup d'épisodes étaient restés inédits. Donc, il a fallu attendre vers 2008-2010 pour pouvoir vraiment tout voir. Et là, j'ai commencé un travail à partir des années 2012-2013 à mon rythme, parce que quand on travaille en même temps, c'est difficile. C'est une série qui exige un travail de professionnel qui devrait à peu près durer 1 an sur un travail à temps plein. Donc, évidemment, pour moi, c'était bien plus long. Ce n'était pas possible de faire autrement. Et puis, j'ai trouvé que les thématiques étaient extrêmement modernes et donnaient également une vision du genre fantastique, mais également de la société américaine de l'époque, à travers un aspect humaniste, mais sans aucune mièvrerie. Donc, il n'y avait pas de caricature, il n'y avait pas de clichés. Et ça, j'ai trouvé finalement le format également de 25 minutes s'y prêtait beaucoup. Et quand vous avez découvert ou redécouvert les épisodes, vous avez commencé à questionner l'intégralité de cette série pour pouvoir travailler sur le livre. Est-ce que alors vous parliez de modernisme, certes, mais est-ce que vous avez vraiment été pleinement surpris par ce que disait cette série de la société américaine, alors qu'on est en 1960, dans le milieu des années 60, est-ce que ça vous a vraiment surpris et décontenancé? Et encore que, est-ce que aussi vous y avez trouvé très vite des connexions, des résonances avec l'époque où vous viviez, donc dans 2008, 2010, 2012, quand vous avez commencé à travailler sur le bouquin? Les seules résonances réelles étaient, je ne parle pas du genre fantastique,
mais se portait surtout sur l'aspect humaniste, c'est-à-dire la condamnation des exclusions sociales, du racisme, mais qui sont abordées vraiment à la fois franchement, mais également avec beaucoup d'intelligence, également le refus de la peine de mort, la guerre, donc avec des vertus pédagogiques. Évidemment, quand j'ai découvert cette série, même dans les années 84, 85, le bloc de l'Est commençait à se fissurer. Alors que dans la série, elle s'insère particulièrement dans une période de guerre froide. Mais on trouve toujours des thèmes. Et puis il y a ce côté purement lié au fantastique. Et avec, même si j'ai découvert, parce que j'étais très jeune à l'époque, vous aviez quel âge dans les années, quand vous avez découvert en 85, 84, 85, quel âge? 20 ans. D'accord. Okay. Et donc, je n'avais pas énormément lu. C'est bien qu'après que j'ai lu beaucoup Orwell, Kafka. Ouais. Et j'avoue que là, je trouve vraiment des relations, des évocations très nettes. Ça, et c'est au fur et à mesure, si vous voulez. La série m'a plu tout de suite. Mais comme dans beaucoup d'œuvres de cinéma ou de littérature, quand vous progressez, vous trouvez autre chose à chaque fois. Vous savez, c'est un petit peu comme un palimpseste ou un puissant fond, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure vous appréhendez, vous approfondissez les choses, vous trouvez d'autres choses. On part tout départ d'un style assez ludique, divertissant, créatif, parfois très drôle, et après vous arrivez à des thèmes pour lesquels vous n'avez absolument pas pensé au départ. Beaucoup plus profond, sur la société américaine, sur la guerre, sur les allusions donc, à différents styles de littérature. Voilà. Donc au fur et à mesure que j'ai découvert la série, je l'ai approfondie de cette façon-là. Vous voyez ? Et est-ce que, c'est pas drôle, mais en même temps ça me fait un peu rire, cette série qui d'une manière souterraine parle de l'Amérique des années 60, est-ce que lorsque vous travaillez sur le livre, donc dans les années 2000-2010, est-ce que cette Amérique a changé entre-temps? Ou ce que je veux dire, est-ce que la série aurait pu, si cette série, est-ce qu'elle aurait pu être faite en 2011-2012, au moment où vous commencez à travailler sur le bouquin? Est-ce que ça a vraiment changé? Il y a des thèmes qui sont toujours d'actualité, et c'est très, très simple de dire ça. Les États-Unis actuellement, la Constitution parle beaucoup d'avortement, donc là, c'est pas évoqué dans la série, mais par exemple, ils traitent beaucoup de la peine de mort. Bon, on en parle moins actuellement, mais ça peut être le racisme, l'exclusion sociale, c'est toujours pareil. Ce qui n'a plus le même intérêt, même si, vu les conflits actuels, on pourrait y penser, c'est par exemple la guerre froide, la peur du nucléaire, vous voyez. Donc, mais cette série n'est pas simplement, ne veut pas simplement approcher des thématiques. Il y a la politique, mais également, on en reparlera, la moralité, l'individu, l'identité, les choix philosophiques, etc. Bon, je ne suis pas du tout, loin de là, un spécialiste de la civilisation américaine. Bon, j'ai vu beaucoup de films, ou de la philosophie non plus, même si je connaissance. Mais je crois qu'en fait, il y a. Est-ce que ça pourrait être. Bon, il y a eu la série de Jordan Peele, qui essaie de reprendre, de mettre la série un peu, si vous passez l'expression, au bout du jour, mais qui l'affronte pas tout à fait très bien, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait en faire pareil? Non, pas de la même façon. Difficile à dire, de toute façon. J'avoue que c'est un questionnement à se faire. Mais j'ouvre une parenthèse parce que c'est vrai que il y a beaucoup de. Enfin, je trouve que cette série, la série de Jordan Peele a été assez mal accueillie. Et ça vous dérange pas si on peut rester 4-5 minutes sur ça? Parce que comment vous pouvez déjà vous, ce que vous en pensez, et puis surtout si c'est effectivement mal accueilli, comment vous pouvez l'expliquer? Moi, j'ai un avis partagé sur cette série. Pourquoi elle a été mal accueillie? Tout simplement, c'est toujours l'éternel problème des suites, des remakes, des préquels. Ouais. Et les gens ont une attente qui est très importante. Vous savez, vous allez au cinéma. Moi, j'ai beaucoup vu ça. Vous allez voir le retour de la Guerre des Étoiles, la suite par exemple, l'adaptation de romans de Stephen King, des choses qui sont tellement cultes. Et vous avez une trépidation dans la salle, une fébrilité qui est très perceptible, une impatience, mais également au sens presque de la fièvre, quelque chose.
et puis que là, finalement, les gens ne retrouvent pas tout simplement ce qu'ils voulaient retrouver. Pas seulement qualitativement, mais ils voulaient avoir en quelque sorte d'autres épisodes de la Twilight Zone de Rod Serling. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'était mal perçu. Voilà. En fait, elle n'a pas été si mal perçue que ça. Mais bon, c'est un avis partagé comme l'était la 5e dimension, la 13e dimension. Bon, je ne les ai pas revus depuis, je me suis pensé là-dessus, il faudra en revoir. Mais à titre personnel, je pense que, bon, j'en parle dans le livre, il y a des effets de manche, des effets de mise en scène dans la série de Jordan Peele, des effets de caméra, mais j'ai l'impression que ça montre un peu trop brutalement les choses au premier degré. Mais en même temps, il y a quelques épisodes qui sont très très bien. Là, j'ai plus en tête les titres, mais il y a un épisode où il y a une grosse poursuite à travers des changements de visage qui évoquent la série originelle. Il y a un autre épisode où il y a des mises en abîme avec l'apparition de Rod Serling lui-même. Ça, c'est brillant. Et puis, voilà. Puis il y en a un autre aussi c'est une série qui n'est pas désagréable, mais moi, c'est bizarre, je trouve ça extrêmement long. Si vous voulez, ça dure entre 30 et 50 minutes, je trouve ça très, très long. Ça, c'est pas bon quand les films sont... Et c'est pareil au cinéma ou les livres. Vous avez des choses qui sont... La perception de la longueur est subjective, mais là, vous avez... Bon, mais c'est pas une série désagréable, mais à mon avis, l'original n'est pas atteint. Vous avez évoqué Rod Serling. Est-ce que, avant qu'on commence à parler de l'intériorité du livre, c'est-à-dire comment vous l'avez conçu, comment vous l'avez pensé, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu qui est ce personnage, qui est Rod Serling, d'où vient-il et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, il ait pensé à la 4e dimension, à cette série, et comment il a pu la vendre, cette série, à la télé. En fait, la trajectoire Rod Serling, c'est vraiment, comme je dis en titre, une vie à multiples dimensions. Parce que c'est quelqu'un qui était à l'école et à l'université très expansif, très chaleureux, et épris de créativité, très sociable, et puis qui aimait beaucoup lire. Et puis, donc on sentait qu'à cette époque, moi évidemment je ne peux pas savoir, mais on sentait qu'il finirait par avoir une profession liée à l'écriture, quelque part. Et puis il a traversé des difficultés quand même, hein, parce qu'il s'est engagé dans la guerre en 1945 ou 1944, je crois. Il a fait la guerre en Philippines. Donc c'était des événements qui l'ont marqué. En plus, c'était quelqu'un d'assez compétitif, tout en gardant un sens de l'humour, c'est-à-dire il faisait de la boxe, il a fait la guerre, son père est mort à la fin de la guerre, donc plein de petits traumas comme ça. Et à la fin de la guerre, il a repris donc ses études universitaires et il a commencé à écrire des scripts pour la radio, puis pour la télévision, Patterns par exemple. Et puis il a voulu créer, il a eu une idée pour créer une nouvelle série, la 4e dimension. C'est une histoire qui était incorporée dans une autre. Alors, je ne dirais pas le titre en anglais parce que je peux me tromper, les titres sont parfois à rallonge. Mais initialement, son histoire a été refusée, et puis finalement, quelqu'un d'autre a pu récupérer l'histoire et la placer dans une autre série. Et puis après, finalement, il a réussi à rentrer dans la 4e dimension. Par la suite, je crois que vraiment, c'est pendant ces 5 ans, même si c'est un peu désinvesti au fur et à mesure des saisons, pour raison de fatigue, tout simplement, parce qu'on n'est pas encore à l'époque où il y avait X personnes pour faire un scénario. Il était tout seul. Donc après, il a fait des scénarios pour des films comme La planète des singes, d'après Pierre Boulle, et d'autres séries. Voilà. Puis pour eux, il est mort prématurément. Mais vraiment, ce qui est important de savoir, c'est que Rod Serling avait des thèmes politiques qui étaient démocrates. Il soutenait Kennedy, il était à gauche, et surtout dans l'aspect humaniste, c'est-à-dire, c'est une banalité, mais il luttait contre le racisme, contre la guerre, contre la dictature de l'apparence. Il voulait porter ces thèmes. Bon, la télévision à l'époque était quand même assez conservatrice, donc c'est une raison pour laquelle ça passait mal, même ses premiers scripts. Donc il a trouvé la solution pour arriver à porter ses idées. Comme en plus il aimait la science-fiction, le fantastique, et bien, il a eu l'idée d'une série qui pouvait allier ces deux thèmes. Donc en fait, on peut dire que le thème de la science-fiction et du fantastique était assez inédit à l'époque. En 1959, il y avait très peu de séries comme ça.
bon, je ne suis pas spécialiste, donc je connais des noms, mais bon, c'est surtout arrivé après. Il a pu, donc, il a imposé la science-fiction fantastique, donc ce qui a plu, mais tout en y ajoutant, donc en apportant son message humaniste. Et ce qui est important, c'est pour ça que je parle la morale au service du fantastique, c'est qu'il a, dans les épisodes, ajouté des doses de morale. Pas de moralisation, mais de morale. Les épisodes étant tellement bien écrits que ça pouvait passer auprès des producteurs sans paraître comme mieux. Donc, à mon avis, c'est ça qui a permis cet aspect moral de pouvoir passer dans une télévision qu'on peut penser en 1959-60 assez conservatrice. Et en plus, ce qui est important, c'est que à partir de cette époque, de la fin des années 50, bon, jusqu'à 57-58, c'était comme en France d'ailleurs, avec une série comme Les 5 dernières minutes, ou comme Chaperon en mode de cuir, c'était souvent des dramatiques qui étaient diffusés en direct à la télévision, filmés en direct, comme une forme de théâtre filmé. Et donc lui, il a pu finalement s'insérer dans une nouvelle modernité en quelque sorte, puisque la série est une série classique. Et quelles furent les répercussions de cette série au moment où elle était diffusée à la télévision? Ce que j'en sais, c'est que bon, les scores d'audience étaient très bons. Ouais. Et ça marchait très très fort au départ. Il y a eu des fan clubs, à l'époque, les gens écrivaient à la télévision pour demander la poursuite. Et donc, ça marchait très bien. Ça a quelque peu baissé au cours du temps, mais bon, les producteurs étant avides d'argent, ils demandaient encore plus. Et ça a eu un impact vraiment très important. Évidemment, nous en France, quand c'est arrivé en 1965, on avait un petit peu de retard pour pouvoir l'appréhender. C'est quelque chose d'important à savoir, c'est que, j'aurais pu en parler, mais c'est que quand ont été diffusées à partir de 68-70 des séries de science-fiction, comme ou de merveilleux, ou de surréalistes, un peu comme Le Prisonnier, Chapeau melon, ou Les Envahisseurs, etc., ça passait beaucoup mieux, parce qu'on avait passé mai 68. D'accord. Ça, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais je peux vraiment penser qu'en France, on n'était pas prêt, et en 1965, moi, c'est... aucun de mes parents, de mes amis, de mes grands-parents, quand ils étaient là, n'en ont parlé. Personne ne connaissait. Il y a eu une douzaine d'épisodes, je crois, diffusés en 65. Et en France, et puis, en plus, c'était pas forcément... Il y avait des bons, mais ce n'était pas forcément les meilleurs. Et puis, les gens ont critiqué, on dit que ça n'avait pas de sens, et puis ça a disparu pendant 19 ans. Il y a eu combien de saisons pour cette... 5. Donc, il y a eu, effectivement, j'imagine, et d'ailleurs, vous le dites dans le bouquin, pas mal de collaborateurs. Et Rod Serling écrivait les scénarios, mais pas que. Et j'aurais voulu savoir un petit peu, aujourd'hui, quand on connaît certains noms qui ont travaillé pour cette série et qui sont devenus importants aussi dans la littérature, donc, au final, on sait que cette série, elle a eu aussi des répercussions au niveau d'influence, que ce soit littéraire et cinématographique. Ouais. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des séries par la suite, comme Black Mirror, je ne connais pas très bien. Il y a eu j'ai des problèmes de nom là, attendez. Il y a eu des suites, il y a eu le film, il y a eu des nouvelles, il y a eu des suites. Au point de vue littérature, moi j'aime beaucoup la littérature, je pense que quelqu'un comme Martin Winkler en a beaucoup parlé. Il y a eu Emmanuel Carrère aussi, qui en a parlé. Enfin, parlé, qui l'a référencé thématiquement d'ailleurs. Mais Martin Winkler l'a directement évoqué. Et puis les films, par exemple, il est étonnant de voir que j'ai oublié le nom, il y a eu un film qui est sorti, je ne sais pas si vous venez en France, juste avant le confinement. Là, j'ai oublié le titre, juste avant le confinement. Et c'est bizarre d'ailleurs parce que ça traitait d'un confinement dans le rue d'une ville américaine où les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et là, ça évoquait vraiment un épisode de la cinquième saison, l'étape dans une petite ville.
Donc en fait, il y a des influences partout. Il y a les films, il y a quelques films, il y a le Truman Show par exemple, il y a des films de Woody Allen, il y a voilà, plein de films. Après, on peut être exhaustif, mais bon, après, ça devient une énumération. Mais il y a eu aussi des noms importants. J'aurais bien voulu que vous me parliez un peu des collaborateurs de cette série. Ouais. Parce qu'il y a eu quand même, ne serait-ce que... Il y en a un que je connais bien. Les autres, c'est vrai que je n'ai pas vraiment lu. Bon, il y a Henri Slezard, il y a eu Charles Beaumont. J'ai pas lu le manque de temps. Par contre, celui que je connais bien, c'est Richard Madson. Et là, pour moi, c'est une importance. J'ai beaucoup lu. Il a fait beaucoup de. Ce qui est très important, c'est qu'il a fait beaucoup de petites nouvelles, dont certaines ont été adaptées dans la 4e dimension, d'autres écrites spécifiquement pour la 4e dimension, et donc réécrites après ressorties. Et puis, bon, les adaptations au cinéma Richard Madson pour Duel, pour L'homme qui rétrécit, pour Les survivants. Alors, exactement. Les autres, j'avoue que je n'ai pas lu. Il y a eu beaucoup, il y a Henri Slezard, Charles Beaumont. Il y a Bradbury aussi qui a participé, je crois. Il n'en a fait qu'un. Ça, c'est un peu décevant. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il avait des exigences financières trop importantes pour que ces scénarios fussent tournés. Et peut-être aussi des problèmes relationnels, parce que vous pouvez penser qu'il y avait une certaine bataille d'ego, mais plutôt, je dirais, de copains, parce qu'en fait, ils se connaissaient très bien. Il en a fait qu'un. Vous savez, on attribue parfois plus. Par exemple, le cinéaste Jacques Tourneur, il a fait Appel nocturne. Bon, c'est qu'un seul épisode. Par contre, il y a d'autres épisodes qui peuvent un peu faire penser également à lui. On a tendance à attribuer plus aux gens. Il y a beaucoup de cinéastes pas très connus. Hein. Comment vous avez pensé l'architecture du livre? Parce que comme c'est une matière assez importante et imposante, la 4e dimension, comment vous avez donc travaillé, conçu l'architecture de ce bouquin? Disons que c'est arrivé un peu au fur et à mesure. Parce que j'ai commencé par beaucoup travailler sur les thématiques. En plus, après, j'ai commencé à me renseigner sur les cinéastes, les musiciens. Parallèlement, je me suis dit, bon, il faut que je parle un peu des suites. Et puis je me suis dit, ça serait bien que je résume les épisodes. Et puis que je parle En même temps, c'est vraiment arrivé au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose, l'assemblage se fait... les dernières années, jusqu'en 2013-2014, c'était à peu près fait. Après, j'ai tout fait, mais ce que je voulais surtout, c'est qu'on parle un peu des auteurs, des thématiques, des influences. Voilà. Difficile à dire ça, parce que c'est un travail tellement long. Au départ, on est un peu happé par ça, on ne fait pas quelque chose de très classique. Et voilà. Mais je voulais donner pas mal d'informations et beaucoup un peu laisser vagabonder mon imagination sur des interprétations. Sur les autres livres, sur les autres séries, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il n'y avait aucun ouvrage écrit en français. Aucun ouvrage. Seulement des articles dans des revues très intéressantes, comme Génération Série, par exemple. Mais sur cette série-là, il n'y a eu aucun ouvrage. Donc, il a fallu aller voir du côté de la langue de Shakespeare. Donc, en fait, c'est difficile à dire pour voir comment quelque chose se conçoit. Moi, généralement, je préfère laisser vagabonder les thématiques, les informations, et puis après, je ne suis pas le genre, là, quelque chose, on ne fait pas un plan. Le plan, il est fait, et puis après, on complète. Mais en tout cas, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a, entre la page 41 et la page 192, il y a la liste de tous les épisodes par épisode, saison par saison, avec donc le descriptif, aussi ce que vous en pensez. Ça, c'est très, très pointu. J'ai l'impression qu'il y avait aussi cette idée de faire le livre sur la 4e dimension. Oui. Tout à fait. Je savais que j'étais le premier. Et ah oui. Ça peut être... mais c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile. Mais bon, il faut vraiment prendre le temps pour prendre des informations sur les auteurs, les musiciens, les cinéastes. Et je voulais quand même en parler parce qu'il y a des personnes importantes et vraiment aller essayer de capter quelque chose de la psychologie également.
du comportement des personnages, parce que c'est ma formation finalement. Donc j'avoue que là c'est quelque chose qui m'a fasciné, parce que l'écriture des personnages était vraiment très subtile. D'ailleurs, il y a un chapitre sur lequel vous revenez sur les personnages typiques de la quatrième dimension. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Disons que moi je crois qu'il y a des typologies qui se détachent. Et vous avez à travers ces typologies des caractères, des positionnements de comportement, des positionnements dans la vie sociale. Et c'est ça que je voulais voir. Et on a beaucoup de personnages, en fait, qui sont qui ne sont pas justement... Certains sont des caricatures de losers, en quelque sorte, ou voire de psychopathologie. Ça, c'est des personnages autoritaires ou paranoïaques. Et à travers ça, Rod Serling voulait sûrement décrire, de donner une vision de la société américaine de cette époque. Mais aussi, et c'est surtout ça qui est important, c'est la plupart du temps des personnages de la vie ordinaire, des Américains moyens. Donc, j'aime pas ce terme moyen, mais il voulait montrer que l'individu, c'est l'importance de l'individu. Pour lui, sans caricaturer, Rod Serling était un humaniste qui croyait en l'individu, mais qui croyait également à certaines vertus de comportement dans la société. À mon avis, il a pris des gens, certaines personnes ont des dons, des capacités qui leur sont fournies par des phénomènes inexpliqués. D'ailleurs, une des forces de la série, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Parce qu'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est qu'on puisse donner des explications à des comportements ou qu'on verbalise toujours. Là, c'est la mise en scène et justement le travail de l'acteur. Et justement, ces gens acquièrent parfois des compétences, des dons, négatifs, positifs, mais la plupart du temps, ce sont des gens avec un moyen qui permet un peu, à travers ça, ils jugent la personnalité humaine, mais également ils jugent la société américaine de l'époque. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est très beau, c'est que de la part de Rod Serling, il y a aussi une confiance totale auprès des spectateurs. Il a confiance dans leur intelligence, c'est-à-dire d'accepter qu'il n'y ait pas forcément un sens d'accepter ce qui est irrationnel. Cette série fait confiance, oui, elle fait énormément confiance aux spectateurs, de par le fait que rien n'est expliqué. Rien ne soit expliqué, pardon. Je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas comment appeler ça, de l'empathie. Il y a quelque chose. Il avait gardé, je crois, une certaine confiance en l'individu, malgré les choses qu'il a pu affronter. Ça, là, après, difficile de savoir, de connaître certaines choses, mais je crois que c'était un personnage très ouvert, une personne très ouverte, qui croyait beaucoup, finalement, qui a subi des revers, des désappointements. Parce qu'en fait, l'Amérique tourne. Donc, quelque part, vous avez raison, c'est bien ce que vous dites, c'est en fait une forme d'empathie. Il avait confiance à... La télé américaine a très très bien reçu la série. Et c'est pour ça que ça explique que les suites ont été mal perçues. Tout simplement parce que les gens attendaient, ils attendaient le 157e épisode de la quatrième dimension. Ils n'attendaient pas... malheureusement, je crois qu'on veut faire une suite, il y a guère, à mon avis, qu'au cinéma, où on peut faire des remakes ou des suites qui sont parfois supérieures à l'original. Mais dans les séries, c'est quand même pas évident. Vous en pensez quoi d'ailleurs du film à sketch de 83? Je pense que il y en a 3. Il y a un prologue et trois sketchs. Et je pense que c'est un peu inégal. Il y a des choses pas mal. J'aime beaucoup le segment de Joe Dante. Parce que, là, il y a l'univers du dessin animé, il y a la cruauté matinée d'ironie, la vision de l'enfant roi également que traite Rod Serling. Et puis, il y a aussi George Miller qui fait un petit exercice de suspense dans les airs. Les 2 autres épisodes sont... Spielberg ne voulait pas prendre
En fait, il ne voulait pas faire du tout, paraît-il, choisir cette histoire. Il voulait reprendre un épisode de la série qui s'appelait Cauchemar attendez, là j'ai un problème sur le nom, je suis un peu fatigué. À Maple Street. Les monstres de Maple Street. Excusez-moi, les monstres de Maple Street. Il voulait faire cet épisode, mais c'était un peu tragique. Et il est vrai qu'en fait, il y a eu un gros problème pendant le tournage du film. Oui, exactement. Oui. Et donc, bon, on en a très peu parlé quand c'est sorti en France en 83. Mais bon, quand on piochait dans les revues de l'époque, évidemment, on était au courant. À l'époque, j'étais très jeune, je suis allé voir le film comme ça, donc pas penser, mais le film est déséquilibré. Il y a, dernière question, je rappelle, la quatrième dimension, donc c'est le livre, la série télé, la morale au service du fantastique, je montre quand même la couverture, c'est important, et c'est édité chez Omake Books. Il y a une thématique dans que vous questionnez, tout simplement intitulée « Les forces et faiblesses de la série ». Ce serait quoi les forces et faiblesses de cette série, avec le recul? Je pense qu'en fait, la force, c'est qu'on sent un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire une convergence multiple de talents divers, de personnalités parfois jeunes, mais des personnalités aguerries du cinéma, de la littérature. Par exemple, vous avez des Buster Keaton qui arrivent à 70 ans, vous avez Jacques Tourneur. Bon, et puis vous avez un cinéaste qui est remarquable, qui n'est pas très connu en France, mais qui est un Allemand, qui s'appelle John Bram. Et toutes ces convergences de talents qui s'ajoutent dans un vrai esprit de travail d'équipe, et bien finalement, ça donne une série qui, moi je trouve, sa grande force, c'est qu'elle semble moderne. Et il n'y a pas, la grande force également, c'est le format de 25 minutes, qui est parfaitement adapté, comme beaucoup d'autres séries. C'est vrai que il y a quand même un certain nombre d'épisodes, il y a 19 épisodes qui durent 50 minutes. Et là, on sent que ça patine un peu plus. Bon, je pense que vraiment la grande force, on pourrait énumérer tout ça, le travail des acteurs, beaucoup de travail sur la mise en scène, les cadrages, un jeu sur les plans. Par exemple, vous avez des plans contre-plongée, des courtes focales, travail sur la lumière. C'est un vrai travail. C'est vraiment quelque chose de très très fort. L'humanisme, on ne peut pas être vraiment contre, mais c'est jamais au premier degré. Par exemple, aussi une chose qui est importante, ça traite de choses très graves, parfois, comme la peine de mort, la guerre, avec de l'humour. Donc il y a une vocation humoristique très importante, ce qui donne un certain décalage. Bon, les faiblesses, je pense que la quatrième saison, composée d'épisodes de 50 minutes, est un peu plus poussive. Et ça ressemble à une série plus banale. Et puis parfois, à un moment, lors de la deuxième saison, ils ont tourné en vidéo, donc ça enlève toute mise en scène, ça donne un côté théâtral qui est moins intéressant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une filtration dans la perception. Il y a quand même 156 épisodes, il y en a certains quand même qui sont pas bons. Mais bon, on retient. Oui. Il y a un peu de tout. Ça, c'est pour toute série qui reste quand même assez homogène sur 5 saisons. La quatrième dimension, la morale au service du fantastique, c'est édité chez Omake Books. Philippe Poitier qui était là pour nous en parler. Je vous montre le livre. Toutes les informations sont dans le descriptif de ces vidéos. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que c'est vraiment c'est l'essentiel. Hein. Il y a vraiment de tout dans ce livre. Il y a même une thématique, un chapitre consacré aux objets dérivés, les informations annexes. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez rempli et d'assez utile. Et Philippe Poitier, c'est un long travail. Et comme je le dis souvent, on a dû dire peut-être 0,1% de ce qu'il y a dans le livre. Donc, voilà, je vous invite à vous le procurer. C'était un plaisir en tout cas de vous écouter et merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.